Grâce ou malheureusement à cause du Covid, on a une vision beaucoup plus nette qu'on ne l'avait il y a 2 ans seulement de la manière dont le système immunitaire nous protège ou ne nous protège pas. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Révolutions alimentaires, un podcast produit par Darwin Nutrition et présenté par Louise et Mathieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'immunité, un sujet brûlant d'actualité alors que nous sortons de l'hiver, puisqu'il s'agit de l'ensemble des mécanismes de défense d'un organisme contre les agents infectieux comme les virus, les bactéries ou les parasites. Comment favoriser notre immunité naturelle, avec quels gestes simples au quotidien et quels aliments magiques? Comment essayer d'éviter d'en passer par les médicaments? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé, disait Voltaire. Et pour évoquer notre immunité et son lien avec la nutrition, nous accueillons Thierry Soucard, journaliste et auteur scientifique. Il a écrit 19 livres sur l'alimentation et la santé, dont de nombreux best-sellers. En charge pendant 10 ans des questions de santé, biologie et nutrition à Sciences et Avenir, il a créé en 2006 le site lanutrition.fr, premier site d'information francophone sur l'alimentation et la santé. Il est en particulier l'auteur d'Arrêtons de saboter notre immunité. Il y détaille les changements de mode de vie que l'on devrait adopter pour notre immunité, qu'il s'agisse d'alimentation, d'exercice physique, de gestion du stress ou de sommeil. L'objectif, mettre le système immunitaire au repos, éviter de le suractiver et de créer un environnement inflammatoire. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment vous êtes-vous intéressé à la nutrition, puisque c'est même le nom du site internet que vous avez créé? Je vivais à l'époque aux États-Unis, où j'étais correspondant pour Challenge et le Nouvel Obs. Et j'ai rencontré à ce moment-là, dans le cadre de mon travail d'ailleurs, des chercheurs qui travaillaient sur la nutrition, dont le prix Nobel Linus Pauling. Et j'ai trouvé que c'était un formidable levier pour accéder à la bonne santé. Et donc j'ai repris mes études, ensuite biochimie et nutrition. Et quelle serait votre définition de l'immunité? Moi j'ai le sentiment que c'est quelque chose de très naturel si on sait la chérir. Alors l'immunité, dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est un mécanisme de défense contre les infections, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça. C'est un héritage de millions d'années qui réagit à la moindre anomalie physiologique. Je vais prendre juste un exemple, vous prenez du poids, le système immunitaire se met en action. Donc ça va beaucoup plus que la défense contre les bactéries et les virus, et c'est pour ça que c'est très important. Arrêtons de saboter notre immunité, c'est donc le titre de votre ouvrage, d'un de vos derniers ouvrages. Brûlant d'actualité après la crise du Covid qu'on traverse et aussi parce qu'on sort de l'hiver. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots les facteurs qui sabotent aujourd'hui cette immunité? Les facteurs qui sabotent l'immunité sont tous ceux qui mettent en action le système immunitaire parce qu'on a des anomalies en nous. Alors il y a des anomalies qu'on ne peut pas éviter. Je prends mon exemple personnel, j'ai eu des traumatismes graves du genou parce que j'ai fait un peu trop de sport un peu trop longtemps. Et là vous avez des réactions inflammatoires qui se mettent en place et qui petit à petit vont solliciter le système immunitaire. Donc tout ce qui sort de la norme est quelque chose qui va créer une inflammation et solliciter le système immunitaire, parce que le système immunitaire procède par l'inflammation pour se mettre en action. Et à partir du moment où vous êtes dans un état d'inflammation chronique, vous allez fatiguer, faire vieillir, accélérer le vieillissement de votre système immunitaire, si bien qu'il ne sera plus capable de vous défendre quand vous aurez réellement besoin qu'il vienne à votre secours. On va l'user en quelque sorte. On va l'user petit à petit, et malheureusement c'est ce qu'on voit dans les chiffres par exemple de l'épidémie de Covid, où après 60-65 ans, le risque de se retrouver à l'hôpital ou en soins intensifs, ou le risque de mortalité est extrêmement élevé. Et ça c'est parce qu'il y a eu une sollicitation toute la vie, parfois à mauvais escient, par exemple le manque de sommeil, c'est une anomalie. Donc le système immunitaire va se mettre en action et va créer une inflammation. Et en créant une inflammation, on est dans une espèce de cercle vicieux qui fait vieillir lui-même le système immunitaire. Alors on va plonger aussi dans notre sujet, plus particulièrement de la nutrition. Quels conseils simples vous donneriez à nos auditeurs en matière de nutrition pour
pour chérir justement cette immunité ou voire l'améliorer? L'alimentation qui va protéger ou préserver, on va dire, préserver l'immunité, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle ne va pas se déclencher, c'est une alimentation de type anti-inflammatoire. Si vous prenez par exemple une alimentation très riche en viande grillée, vous faites des barbecues toutes les semaines, en été, ce sont des facteurs qui, parce que des composants de votre alimentation vont entraîner une réaction inflammatoire, parce que vous allez amener des choses que votre corps n'a pas l'habitude de voir, que l'évolution ne nous a pas amené pendant des millions d'années. Vous allez créer un état inflammatoire et vous allez solliciter votre système immunitaire. À l'inverse, quand vous avez une alimentation de type anti-inflammatoire, c'est-à-dire une alimentation majoritairement végétale, alors on pourrait rentrer dans le détail, mais peut-être qu'on n'aura pas la place ni le temps, mais des acides gras qui sont eux-mêmes anti-inflammatoires, avec des polyphénols, qui sont des pigments végétaux très répandus dans le régime méditerranéen, mais pas que dans le régime méditerranéen, vous allez amener un état de mise au repos de votre système immunitaire. Et on voit d'ailleurs que les populations qui se nourrissent de cette manière-là ont une longévité plus importante, et c'est simplement dû au fait que leur immunité reste préservée tout au long de la vie, ou relativement préservée. Et c'est quelle population alors? Alors, on a des populations qui ont été identifiées sur la planète. Il y en a par exemple dans le sud de l'Italie, au sud de Salerne. On peut considérer que les populations crétoises du pourtour méditerranéen sont elles-mêmes aussi protégées. On a l'exemple très classique des populations d'Okinawa. Et là, lorsqu'on rentre dans le détail et qu'on s'intéresse à leur mode de vie, et qui va au-delà de l'alimentation, mais parlons de l'alimentation, on s'aperçoit par exemple que pour Okinawa, on a un régime qui est anti-inflammatoire, qui est très dense nutritionnellement, c'est-à-dire qui amène beaucoup de composés protecteurs comme les alcaloïdes, les saponines, qui sont parfois les mêmes que dans le régime méditerranéen, et puis une alimentation qui est assez frugale, c'est-à-dire qu'on ne sollicite pas non plus ce qu'on appelle le stress oxydant, qui va se mettre en place, par exemple, si vous faites des repas, si vous mangez 4500 calories par jour, vous allez prendre du poids. Non seulement vous allez prendre du poids, mais vous allez, en prenant du poids, créer un environnement qui va solliciter l'immunité. Donc pour résumer, pour faire simple, une alimentation plus végétale au maximum, diversifiée, et puis des acides gras, des huiles végétales en fait, c'est ça? Alors des huiles ou des aliments végétaux oléagineux qui font le job également, une forme de frugalité aussi, et c'est vrai qu'avec soit le régime Okinawa, soit le régime méditerranéen, on a quelque chose qui, lorsqu'on l'analyse de manière un petit peu réductionniste, un petit peu analytique, qui est très protecteur, qui va des polyphénols du vin rouge, modéré, en consommation modérée, mais au repas, jusque aux alcaloïdes de la tomate, par exemple, ou aux acides gras oméga 3 du maquereau ou du hareng. Donc tout ça contribue à une bonne santé, en gardant à l'esprit aussi la frugalité, et le fait donc de prendre ses repas également dans un environnement qui est lui-même protecteur sur le plan social. C'est-à-dire qu'on mange en famille, on n'est pas dans une alimentation déstructurée à l'américaine, que je connais bien pour y avoir vécu. Je renvoie nos auditeurs à nos 2 émissions sur à la fois les légumineuses pour végétaliser l'assiette, et aussi sur les matières grasses, le gras et la vie. Et moi d'ailleurs, quand je parle de nutrition, j'aime bien me focaliser sur 3 piliers qui sont végétaliser l'assiette, diversifier, et le 3e c'est le plaisir. Et donc je citais Voltaire aussi au début en disant j'ai décidé d'être heureux parce que c'est bon pour la santé. Est-ce que le plaisir en nutrition, quand on mange, c'est aussi à votre avis bon pour la santé, bon pour l'immunité? Oui, absolument, et ça concourt également au fait de partager ses repas, de prendre le plaisir de faire des repas, de faire des recettes, de faire de la cuisine. Faire de la cuisine, c'est extrêmement bon, d'abord parce que ça nous amène effectivement de bonnes endorphines, comme l'exercice physique. Il y a ce côté partage, et puis vous avez de la vaisselle à faire, et quand vous avez de la vaisselle à faire, c'est toujours très bon. Ça veut dire que vous n'avez pas acheté des aliments ultra transformés, préemballés.
Et c'est donc une règle très simple. Donc le plaisir, il va jusqu'à la prévention d'une alimentation extrêmement ultra transformée. On fera une émission sur la vaisselle alors, j'y avais pas pensé. On trouve la définition d'un AUT, un aliment ultra transformé, dans le livre Faites-les vous-même aux éditions Larousse qu'une certaine Louise Broways a coécrit avec Séverine Auger. La notion d'aliment ultra transformé AUT est tout à fait récente. Elle a été popularisée par les chercheurs de l'Université de Sao Paulo au Brésil. L'un des premiers ouvrages sur le sujet date de 2015 et par Anthony Fardet, chercheur à l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique en France. Il n'y a pas de consensus sur leur définition, mais tout le monde sait intuitivement ce qu'ils sont, souligne Laurent Chevalier, nutritionniste. Les aliments ultra transformés ne se trouvent ni dans un arbre, ni au potager. Des aliments sont considérés comme ultra transformés quand ils ont subi des procédés industriels de transformation et contiennent de nombreux ingrédients, notamment des additifs. Un plat préparé maison, congelé ou pas, n'en fait donc pas partie. Et pour être très concret, vous avez commencé à évoquer là précisément des aliments. Quel serait un petit peu le top 5 ou le top 10 des aliments qui favorisent une bonne immunité issus du régime crétois ou du régime des Japonais que vous avez mentionné? Quel serait, vous, là, le repas idéal Alors, c'est assez difficile de répondre à cette question parce que je pense que tout ce qui n'est pas ultra transformé, ce qu'on appelle ultra transformé, c'est-à-dire qui a été recomposé à partir d'ingrédients comme le fait l'industrie agroalimentaire, va concourir à une bonne immunité, une bonne santé. Et ça n'est pas simplement en restant sur une alimentation purement végétale, par exemple. On a des études montrant que le fait de se nourrir d'abats, comme on le faisait à l'époque préhistorique, eh bien ça peut nous amener aussi des éléments qui sont importants. Alors évidemment, il ne faut pas en manger tous les jours, mais on a par exemple aujourd'hui des déficits en zinc, on a des déficits en fer, et c'est très difficile de couvrir ces déficits-là par une alimentation qui serait à 100% végétale. C'est pas impossible, mais c'est un petit peu compliqué. Donc la gamme des aliments qui peut concourir à une bonne immunité, elle est extrêmement large. Elle est évidemment d'abord végétale, elle passe par des oléagineux, on en a parlé tout à l'heure. Nous, dans le Midi, par exemple, on fait une grande consommation de noisettes, d'amandes, de noix. Donc tout ça est extrêmement important. Les aromates sont extrêmement important, les épices aussi, à condition de bien les choisir, parce qu'il y a des épices forts et des épices moins forts, et les épices forts, comme le piment par exemple, qui est le symbole de notre maison d'édition et de notre site, c'est quelque chose qu'il faut manier avec précaution malgré tout, dans la mesure où ça peut favoriser la perméabilité intestinale. Donc c'est assez difficile de rentrer dans le détail, mais je pense que si on fait des recettes chez soi à partir d'aliments bruts, certains qui seraient d'ailleurs de préférence achetés bio, qu'on évite pas totalement les alimentations carnées, ou qu'on prenne des suppléments si on ne mange pas de viande. Voilà quelque chose qui est assez simple à mettre en place. Et au contraire, quels seraient les aliments à éviter absolument? Donc vous avez parlé des UAT, mais est-ce qu'il y a d'autres aliments à éviter vraiment? Alors, il y a certains aliments effectivement dont on a parlé, les AUT. Il y a également le mode de cuisson qui est très important. J'en ai parlé brièvement, mais c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut privilégier les cuissons douces, vapeur, bain-marie, les marinades, plutôt que les cuissons à la poêle, les fritures, les cuissons au four, parce qu'on va générer des composés qui sont lus comme très agressifs par le système immunitaire et qui vont déclencher un système immunitaire. Après, si on rentre un peu dans le détail, on s'aperçoit que on a dans l'offre alimentaire aujourd'hui des corps gras par exemple, et les corps gras c'est très important parce que ça peut favoriser ou pas l'inflammation. On a des corps gras qui n'ont pas leur place dans notre assiette. Je pense notamment au tournesol, au maïs, au pépins de raisin, toutes ces huiles et margarines qui sont faites à partir de ces corps gras. Ils sont pro-inflammatoires.
on n'est pas obligé de les éliminer, mais on doit les équilibrer avec d'autres corps gras qui sont ce qu'on appelle les oméga 3. Donc voilà quelques éléments et puis après évidemment tout ce qui va faire monter la glycémie. Donc ça va des barres chocolatées, des confiseries, les céréales du petit déjeuner, le pain blanc, donc tout ce qui est très raffiné. Tout ça sont des choses, encore une fois je ne veux pas utiliser le terme éliminer parce qu'on peut se faire plaisir, on peut manger un croissant de temps en temps, mais avoir chez soi régulièrement du pain de mie de supermarché, bon, on ne fait pas du bien à son corps, et si on est en famille, on ne fait pas du bien à sa famille non plus. Vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires qui sont utiles pour l'immunité ? Alors c'est une question à laquelle j'ai essayé de répondre dans mon livre, mais qui est assez, encore une fois, assez compliquée. Il n'y a pas de pilule magique. Il faut arrêter de penser... moi j'ai vécu comme tout le monde... notamment sur les réseaux sociaux, l'épidémie qui continue d'ailleurs de Covid, et j'ai vu passer des messages absolument aberrants de soi-disant spécialistes disant si vous prenez ceci, cela, vous n'aurez pas de Covid, vous serez protégé. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ce qu'il faut, c'est éviter les déficits. Parce que les déficits eux-mêmes, ils sont porteurs non seulement d'une activation immunitaire, donc de quelque chose qui va venir, qui va être défavorable, mais en même temps, ils peuvent vous empêcher de vous défendre correctement, notamment sur ce qu'on appelle l'immunité innée, c'est-à-dire la première barrière contre les virus et les bactéries. Donc éviter les déficits, ça veut dire avoir une alimentation équilibrée, mais parfois ça ne suffit pas. Par exemple, si vous êtes végétalien, c'est difficile d'éviter un déficit en vitamine B12, par exemple. Donc il va falloir se supplémenter en B12. Pour tout le monde, c'est difficile d'éviter des déficits en vitamine D l'hiver, notamment au nord de la Loire. Un peu moins dans le Midi, mais même dans le Midi, on a des déficits qui sont répandus. Donc, ça ne veut pas dire qu'en me prenant 4000 ou 5000 UI de vitamine D par jour, je vais avoir la pilule magique qui va me protéger, mais je peux arriver avec 1000 ou 2000 UI par jour en hiver à compenser ce déficit-là et donc éviter de me mettre en situation de précarité vis-à-vis d'une infection. On va tous déménager dans le Midi alors. Manger de la ratatouille au soleil. Il y a déjà beaucoup de gens qui ont déménagé dans le Midi. Alors, il y a beaucoup d'études scientifiques qui existent sur l'immunité, mais est-ce qu'il y en a des récentes que vous avez trouvées particulièrement remarquables ou intéressantes ? Oui, on commence à, grâce ou malheureusement à cause du Covid, on a une vision beaucoup plus nette qu'on ne l'avait il y a 2 ans seulement de la manière dont le système immunitaire nous protège ou ne nous protège pas. Donc il y a des études très récentes qui ont montré des aspects totalement méconnus de l'immunité qui sont intéressantes. On a vu aussi que on avait une forme d'incertitude sur des moyens de protection qui sont simples comme les masques et qui se révèlent finalement efficaces à condition évidemment d'avoir les bons masques, d'avoir des masques d'abord et d'avoir les bons masques dans les bonnes situations. Quand je dis les bons masques, c'est les FFP2. Et enfin, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais il y a une grosse polémique sur la vaccination et les vaccins avec une forme de soit d'inquiétude, soit d'hostilité. Mais quand on regarde de manière très objective les chiffres, on s'aperçoit que les dernières études montrent que, notamment pour les populations fragiles, celles qui ont été vaccinées ont au moins eu une forme de protection vis-à-vis des formes graves et de la mortalité, qui malheureusement évidemment ne dure pas et qui pose le problème évidemment maintenant de ces doses de rappel dont je comprends bien que nos concitoyens sur lesquels commencent à se poser des questions et en ont certainement assez. Donc on n'a pas non plus résolu tous les problèmes qui sont posés par un virus comme celui qui est arrivé il y a 2 ans. Et si on élargit un peu le spectre, quels seraient vos projets, quel développement vous voyez pour votre site, lanutrition.fr ? On essaie de travailler sur... On avait une branche du site qu'on a un peu laissée en déshérence qui s'appelait Les aliments à la loupe
et qui permettait, avec des marqueurs qu'on avait été les seuls à développer, de diagnostiquer son bol alimentaire sur le plan par exemple de la charge glycémique. Et on a un petit peu, on s'est concentré sur d'autres choses, notamment le développement de la maison d'édition et du site lui-même sur le plan des articles et des dossiers. Et pour les abonnés maintenant du Journal de la Nutrition, qui est un mensuel, un e-magazine mensuel avec une soixantaine de pages de travaux d'analyse de dossiers totalement inédits. Et donc on va revenir sur cet aspect plus analytique de l'alimentation et amener comme ça des moyens de diagnostiquer en fait son bol alimentaire. Donc ça va nous occuper pendant quelques temps. Et on va terminer comme à chaque fois sur une ou deux recettes. Vous évoquez d'ailleurs dans votre livre le fameux régime crétois à charge glycémique basse. Est-ce que vous auriez une ou deux recettes bonnes pour l'immunité à nous partager ? Alors il y a des recettes très simples qui parleront évidemment à tous les Français. C'est la ratatouille et c'est des concentrés de densité nutritionnelle. Puisque vous avez à peu près tout, vous avez du lycopène, vous avez des alcaloïdes, vous avez des saponines avec les aubergines, vous avez des polyphénols, vous avez des anthocyanes encore avec les aubergines, toute cette coloration bleue. Si vous mettez de l'huile d'olive, vous avez des oméga 3, des oméga 9, malheureusement pas d'oméga 3, mais si... des antioxydants dans vous avez des antioxydants, vous avez des aromates, vous avez quasiment, c'est un concentré de tout. Et donc l'huile d'olive n'est pas un aliment idéal dans la mesure où il n'y a pas d'oméga 6 ou peu d'oméga 6 et très peu d'oméga 3, mais évidemment, il faut raisonner globalement. Donc, on peut manger une poignée de noix avec. Vous mangez une poignée de noix, voilà, vous allez manger des anchois, si c'est pas une espèce protégée. Et donc, vous voilà très bien. Il y a un autre plat qui est dans tout le bassin méditerranéen, qui sont les feuilles de vigne farcies. Donc on met un peu de riz, un peu de viande, et puis les feuilles de vigne, il faut les acheter bio, évidemment. Et dans les feuilles de vigne, vous avez aussi toute une gamme de tanins, de polyphénols, d'antioxydants. Vous avez également, au Liban où j'ai vécu, des pignons de pain qui sont mis dans ces aliments. Vous avez les corps gras qui vont bien. Bon, voilà. Et dans le livre, je donne une quinzaine ou une vingtaine de recettes qui sont assez simples à faire et qui relèvent du régime méditerranéen à charge glycémique basse. Et on n'a pas parlé des couleurs d'ailleurs, en vous écoutant, j'y pense. Une diversité des couleurs dans l'assiette, en particulier grâce aux végétaux, fruits et légumes, c'est garant peut-être d'une diversité de ces molécules protectrices pour Absolument, l'immunité. C'est extrêmement important, c'est une bonne remarque. Et quand vous avez cette gamme de couleurs, alors les auditeurs ne verront pas le bouquet qui est en face de moi, mais vous avez effectivement avec les violets, vous avez des anthocyanes, avec les bleus, vous avez les anthocyanes, vous avez les caroténoïdes jaunes, oranges, qui sont dans les carottes, dans les citrouilles, dans les abricots, dans les feuilles de vigne aussi, il y a des caroténoïdes. Donc oui, c'est très important. Est-ce qu'on a oublié quelque chose ? Ce que je vais peut-être ajouter, qui en fait est le point de départ de l'écriture de mon livre, et qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est que en protégeant votre immunité, non seulement vous préservez votre capacité à faire face à des maladies infectieuses, c'est pas à 100% garanti bien sûr, et en même temps vous préservez votre capacité à faire face aux maladies chroniques non transmissibles. En fait, c'est la même chose. Ce que vous allez faire pour votre corps, pour votre esprit, pour votre sommeil, pour votre stress, pour votre famille, votre environnement, ça va vous permettre de passer au travers sans trop de dégâts de périodes comme celle qu'on vient de vivre avec un virus extrêmement virulent, mais ça va également vous mettre en situation d'éviter des maladies chroniques qui se déclarent avec l'âge, ou de limiter en tout cas le risque de ces maladies comme les maladies cardiovasculaires, les cancers, les maladies neurodégénératives, l'obésité bien sûr, toutes ces maladies qui sont le résultat en fait d'une inflammation chronique. Tout est lié. Tout est lié. Merci beaucoup Thierry et vivement la saison de la ratatouille. Merci.
Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Révolutions alimentaires, produit par Darwin Nutrition. Merci beaucoup à Thierry Soucard pour ses échanges. Merci à Mathieu Briard à la technique. Merci à Charlotte et Quentin dans les coulisses. Si vous avez aimé cet épisode, faites de la ratatouille et pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et à nous laisser un avis sur Apple Podcast.